Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Brezard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron, le PDG de Nord6. Je veux bien que vous nous présentiez Nord6 en quelques mots pour commencer. Alors, Nord6, c'est une entreprise qui a 30 ans, que j'ai créée donc un peu plus de 30 ans, 94. On s'est spécialisé dans la conception et le développement de logiciels numériques autour des nouvelles technologies. Alors, il y a 30 ans, c'était de connecter une machine à un système d'information. Vous voyez, on en est aujourd'hui. Et donc, on a développé ensuite des activités de maîtrise d'ouvrage pour accompagner nos clients et une activité d'agence du numérique pour accompagner les projets marketing liés au développement que l'on fait. Avec une dimension qui est devenue centrale dans l'entreprise d'un numérique éthique. On peut simplifier un peu cet engagement, mais à partir de quand et pourquoi ? Alors, à partir de quand ? C'est vraiment début des années 2000. D'accord, oui. La petite anecdote, c'est qu'il y avait eu cette loi des 35 heures et tout le monde se sentait un peu coincé par cela. Et moi, je me suis dit, comment faire une opportunité ? Et mon orientation, c'était de dire, tiens, dans les années qui viennent, la vie va être de plus en plus compliquée dans les métropoles, les crèches, etc. Peut-être qu'on peut finalement donner davantage d'équilibre à la vie professionnelle avec un accord de 35 heures, de 20 jours en complément de 27 jours. Et vous voyez, j'étais là sur la combinaison économique-sociale. Et donc, j'ai rajouté l'environnement et ça fait 25 ans qu'on développe l'entreprise autour de ces trois axes-là. Ouais. Donc, vous avez fait d'une contrainte une opportunité de transformation. Quoi, c'est ça. Et c'est maintenant une maxime de dire finalement, voilà, quand quelque chose peut interpeller, déstabiliser l'entreprise, plutôt que de la vivre comme de manière passive, une contrainte, travaillons pour en faire une opportunité. Et je vous donne une autre anecdote, c'est que en 2015, justement pour accentuer ces dispositifs d'équilibre, vie pro, vie perso, réduire notre bilan carbone, on est passé en télétravail. Contrainte, opportunité. Je ne savais pas qu'en 2020, le monde allait s'arrêter et tout le monde allait le faire. Mais on avait 5 ans, pas d'avance, mais en tout cas, on a pu conduire le changement tranquillement, expérimenter tout cela. On était serein en 2020. Et ça a marché, on a fait de la croissance. Ouais. Il y a plein de thématiques, la thématique sociale, thématique environnementale. Je veux bien qu'on se concentre un peu sur cette thématique environnementale avec cette fausse idée d'un numérique sans impact. Est-ce que c'était le cas en 94 ? Peut-être pas chez vous, mais dans la société, que comme c'était un peu immatériel, c'était un secteur économique qui n'avait pas d'impact environnemental. Et à partir de quand ça a changé, d'après vous ? Alors, oui, mon petit chemin professionnel m'a amené, début des années 2000, à animer sur le plan national le Centre des jeunes dirigeants. Et c'est là où j'ai poussé cette notion de performance globale intégrant l'environnement. Et donc, je dis ça pour vous dire que derrière ma réponse, oui, il y a des milliers d'entreprises qui ne voulaient pas en entendre parler. Nous, on est dans le tertiaire, on dit le matériel, ça ne nous concerne pas. Et c'était très difficile de faire évoluer les mentalités en disant si, mais regardez, et ça pourrait s'accentuer. Et ça s'est vérifié, puisque finalement, maintenant, avec l'IA, ça devient terrible. Donc, je crois qu'il a fallu 20 ans pour qu'on arrive à démystifier ce fait qu'il y a l'industrie, ça les concerne, il y a le tertiaire, ça ne les concerne pas. Aujourd'hui, il y a encore un manque de lucidité, à mon sens, mais néanmoins, il y a quand même une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de l'impact qui est réelle. Exactement. Partout, franchement, oui. Quand vous dites manque de lucidité, ça prend quelle forme ? Le manque de lucidité, c'est de dire oui, nous aussi, on émet du CO2, nous aussi, on consomme de l'eau, mais il n'y a pas cette lucidité qui consiste à dire il faut qu'on s'active rapidement par rapport à ces problèmes-là, parce que ça va engendrer de plus en plus de catastrophes, ça va engendrer de l'injustice sociale, et ça va déstabiliser nos entreprises, en fait. Et une entreprise, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit dans un environnement sain. Et ça, c'est là où je trouve qu'il y a un manque de lucidité. On va s'intéresser à la gouvernance, au choix que vous avez fait dans l'entreprise, qui est devenue une société à mission, avec une raison d'être qu'on va citer tout de suite. Concevoir avec une préoccupation humaine et éthique des usages du numérique efficace afin de contribuer à l'évolution positive du monde. À quel point cette démarche, raison d'être, entreprise à mission, ça a transformé le fonctionnement de Nord6 ? En fait, ce qui l'a transformé, et on va y venir, c'est la création du modèle perma-entreprise. Derrière ce modèle dans lequel on rentrera tout à l'heure, on va détailler ça, il y a en premier lieu le fait de définir une raison d'être.
Donc nous, notre raison d'être, elle date de 2017, bien avant la loi PAC, l'entreprise à mission. Et comme un certain nombre de choses que l'on fait, on essaie de mener des démarches auxquelles on croit, évidemment, mais de montrer en quoi ça permet à l'entreprise de mieux fonctionner, d'être plus performante. Et en l'occurrence, là, on a pu indirectement, dans les débats des commissions parlementaires sur la loi PAC, dire voilà pourquoi c'est important qu'il y ait une raison d'être dans des statuts d'entreprise et qu'il y ait des engagements derrière. Donc nous, on a fait le chemin un petit peu de manière inverse. Vous aviez été entendu par des parlementaires au moment où la loi PAC était en discussion ? Entendu par des personnes en contact avec les parlements. Sur ce sujet-là, on n'était pas en direct. Mais oui, tout à fait entendu, parce que, en fait, d'avoir une histoire concrète à raconter, ça crédibilise un projet de loi. On le voit là avec la nature actionnaire, où on est même cité dans le projet de loi. On va y revenir là-dessus, parce qu'il y a effectivement ces grands principes de la perma-entreprise. C'est une idée, un concept que vous avez imaginé et promu depuis: prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager les richesses. Comment l'idée de perma-entreprise vous est venue, en fait? C'est en regardant l'agriculture, la permaculture? C'est quoi le point de départ? Le point de départ, déjà, c'est j'approche de mes 60 ans. Voilà. Alors, on parle de la crise des 40 ans. Moi, j'ai fait la crise des 60 ans. J'avais un fils qui s'interrogeait sur le fait d'avoir des enfants. Enfin, c'était très interpellant. Et mon recul a été de dire la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, si elle avait été suffisante, satisfaisante, le monde ne serait pas dégradé comme c'est dégradé en 20 ans. Donc, il faut revoir les choses autrement. Et la première idée, ça a été de dire arrêtons de parler de RSE. Il y a des tas d'entreprises qui ne veulent pas l'entendre parler. Mais essayons de parler de développement d'entreprise. Moi, quand je vois un dirigeant, je dis, je ne viens pas parler de RSE, je viens parler de développement, comment mieux développer ta boîte, comment la faire grandir. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais de quoi je pourrais m'inspirer? Or, dans la production agricole, il y a un développement de production agricole qui est le plus vertueux, qui s'appelle la permaculture. Et donc, c'était intuitif, parce que je ne pratiquais pas la permaculture, mais on a, pendant quelques mois, décortiqué tout le concept de permaculture, qui est d'une richesse incroyable, on pourra y revenir. Et je me suis dit, oui, ça tient la route, il faut que je transpose ça dans le monde de l'entreprise et que je l'enrichisse pour en faire un modèle de développement. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la permaculture qui est transposable, efficace pour les entreprises? Alors, la première chose qu'on a trouvée, j'avais un groupe avec des gens de Nord-6 et d'autres personnes, dont un jeune philosophe, et 3 principes éthiques. La permaculture dit, voilà, il faut que notre production soit alignée sur le fait de prendre soin disaient des hommes à l'époque, c'est à 50 ans, prendre soin du sol, parce que c'est nécessaire pour produire, et puis fixer des limites à la consommation et redistribuer le surplus. Et là, la transposition s'est faite immédiatement, disant prendre soin des femmes et des hommes, plutôt que le sol, préserver la planète, et le fixer des limites, on note consommation, se fixer des limites, quels que soient les sujets d'entreprise, donc créer de la richesse en se fixant des limites et en la redistribuant et équitablement. Partager les richesses, ça s'est fait vraiment naturellement. Et ça a été pour moi vraiment un étonnement, parce que je me suis dit, même Nord-6, on ne développe pas notre entreprise avec ces 3 principes éthiques qui me semblent universels. Donc voilà. Oui, vous ne le faisiez pas à l'époque, vous le faites depuis. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que la transformation, pardon de vous interrompre, est-ce que la transformation, elle est si simple à faire? Alors, c'est ce que j'allais dire. Notre chemin faisait qu'on avait déjà bien avancé sur le plan humain, sur le plan environnemental, mais ça nous a amené plus loin, ça c'est sûr. Et pour des entreprises qui n'ont pas encore véritablement avancé, là, ça leur donne un modèle avec une méthodologie pour y aller, mais dans l'esprit de développer son entreprise. Alors, si je prends par exemple le partage de la richesse, ça signifie quoi chez Nord-6? Alors, chez Nord-6, le partage de la richesse, c'est de dire, voilà, c'est un objectif d'impact important. Je crois que le premier problème du monde, c'est le partage de la richesse. Quand il y a les COP par rapport au problème de la planète, ça ne parle que de ça. Et on ne se met toujours pas d'accord sur la répartition de la richesse entre les pays censés riches et les autres. Donc, chez Nord-6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, il y a une richesse qui va aux salariés, ça s'appelle la participation, par exemple, mais on a une fondation d'entreprise où on verse à peu près 5-6% de nos résultats à cette fondation. On a une fondation actionnaire, c'est encore autre chose. J'ai donné 10% des actions de l'entreprise pour créer cette fondation. Donc là, c'est 10% des résultats qui vont également à la société civile, puisqu'elle a un intérêt général. Et puis, l'ensemble de tout ça doit tendre vers 50% des résultats distribués. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait à Nord-6. 50% des résultats distribués. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous regardez de près les écarts de salaire dans l'entreprise? Alors, dans le modèle perma-entreprise,
il y a dans les ingrédients, si on veut, on parle d'ingrédients pour bâtir un projet, il y a ce qu'on a appelé des objectifs d'impact. L'écart des salaires est un des objectifs d'impact qui touche le principe éthique, prendre soin des femmes et des hommes. Et donc, effectivement, l'objectif d'impact vers lequel on pousse, c'est de dire entre le salaire médian, celui qui est au milieu de la population des salariés, et le plus haut salaire, il faut que ça aille de 1 à 5, voire de 1 à 10 pour les grands groupes. Donc là, c'est sûr que je ne me fais pas que des amis, mais en tout cas, nous, il est de 1 à 3,8. Ah oui, effectivement, vous êtes en dessous de cet je ne pense pas être malheureux. Ça se voit en vous regardant. Mais qu'est-ce que vous répondez à l'argument de dire « Ah mais oui, mais si on ne paye pas très très bien, les patrons, ils iront voir ailleurs ». Alors, la compétence, ça se paye. Oui. Ça, c'est clair. Maintenant, je pense que rien n'a démontré que c'est parce qu'on paye très très cher un patron qu'il est très efficace. D'ailleurs, il me semble que, si ma mémoire est bonne, un monsieur Gandois, qui était un patron de grandes entreprises, a dit « Moi, je suis payé 200 à 300 000 euros, c'est très très bien ». Et il a fait très bien son métier. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul sur cela. Et dans les plus petites entreprises, c'est tout aussi important. Parce que la richesse qui est créée, ok, le dirigeant, c'est peut-être lui qui a eu l'idée d'origine, qui prend des risques. Voilà, c'est le dirigeant actionnaire, il prend des risques. Donc, il faut qu'il soit rémunéré là-dessus. Mais c'est quand même le collectif des salariés qui produit et qui participe largement à la création de richesse. Vous faites de la politique. Alors, de la politique telle que je voudrais qu'elle soit diffusée partout, c'est-à-dire, oui, préoccupation de la cité, du monde, mais pas de la politique politicienne. Ça, non, pas du tout. Non, je suis pas fait pour ça. Ouais, on vous a sollicité parce que la démarche qui est la vôtre, elle est politique intrinsèquement. Elle est politique parce que le modèle perma-entreprise, je vous ai parlé, c'est pour développer l'entreprise, mais sa finalité, qui est affichée, c'est d'améliorer les conditions d'existence des êtres humains. Ouais. Voilà, donc ça, c'est politique. Évidemment. Mais encore une fois, moi, je pense ne savoir faire, et encore restons modestes, que de l'influence par des pratiques. Et c'est souvent le plus efficace. Alors, il y a une question, il y a un principe dans l'émission, l'invité de la semaine précédente pose la question à son successeur, c'était Thierry Moza, le président d'Otego. Ça rejoint les thématiques dont on parle, on l'écoute. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous défendez une économie à impact. De quelle manière vous mesurez cette création de valeur à impact au niveau sociétal et au niveau économique? Merci. Alors, on parle de mesures d'impact, en fait, ce qui est très important. Et j'imagine aussi pour convaincre d'autres chefs d'entreprise de prendre ce chemin-là. C'est ça. Et donc, le modèle perma-entreprise à 5 ans, et il y a 5 ans, on ne parlait pas d'impact comme aujourd'hui. Oui, c'est pour montrer que ça avance. Dans le modèle perma-entreprise, il y a 24 objectifs d'impact incontournables. Et après, on peut en rajouter en fonction de son contexte d'entreprise. Vous en avez cité un tout à l'heure sur les cas des salaires, je vous en ai cité un autre sur la redistribution des richesses. Si on revient sur les problèmes de la planète, il y a un objectif d'impact qui touche la réduction des émissions et un objectif d'impact qui touche la compensation des émissions qu'on n'arrive pas à réduire, un objectif d'impact qui touche la participation à renouveler la biodiversité ou à éviter qu'elle disparaisse. Voilà, donc le modèle PERMA intègre de lui-même ces objectifs d'impact, ce qui fait qu'à la fin, quand on dit voilà mon projet, on a un référentiel, mais qui n'est pas RSE, qui est un référentiel de développement avec des indicateurs de business, des indicateurs sociaux, etc. Ce sont souvent des coûts. Est-ce que c'est aussi de la performance? Parce que c'est... Oui. Voilà, moi, je me mets à la place, je ne suis pas chef d'entreprise, mais ok, allez, il est super convaincant, Sylvain Brezard, je veux y aller. Mais est-ce que je vais être plus performant ou pas? Alors, oui, mais c'est essentiel. Parce que, encore une fois, je m'adresse aux dirigeants d'entreprise et si je leur dis c'est un coût, mais pas, ça n'améliore pas vos résultats, ça ne marchera pas. En fait, l'impact qui s'est vérifié à Nord6, puisque bien sûr, on expérimente ça depuis longtemps, et ensuite ailleurs, c'est que ça a notamment des impacts sur ce qu'on appelle les coûts cachés. Je vous donne des exemples dans mon monde du numérique où pendant 13-14 ans, pénurie de compétences. Donc un des impacts de performance, c'était quel est votre turnover. Quand vous avez des turnovers de 25% des salariés, 25% qui partent chaque année, c'était le turnover moyen de notre secteur il y a encore 3 ans.
et que vous êtes à 8%, eh bien, faites un calcul, vous alignez, nous on est 700 salariés, vous alignez les centaines de cas euros de bénéfices en plus. Un autre impact, c'est les arrêts maladie. Pour moi, les arrêts maladie, bien évidemment que on a tous, à un moment donné, des problèmes de santé, mais c'est révélateur aussi de la gouvernance et du management d'entreprise. Vous regardez, il y a ce réflexe de dire, voilà, quand un manager est un peu violent avec quelqu'un, vous allez voir comme par hasard, il va être en arrêt maladie. Donc c'est un bon indicateur. Nous, on est en arrêt maladie, on est à 3 jours en moyenne par salarié. Quand vous avez une entreprise où vous êtes à 12 jours, à 15 jours, je crois que dans le privé, c'est autour de 15 jours. Ça, vous voyez, 3 à 15 jours, ça fait 12 jours de production pour nous sur 700 personnes. Eh ben, ça fait des bénéfices en plus, il me semble. Oui, effectivement, c'est mécanique en quelque sorte. Voilà. Je voudrais qu'on a parlé d'environnement. Alors, au-delà de Norcis, du secteur, on a commencé par ça, sur la prise de conscience de l'impact environnemental du secteur du numérique. Il y a la question de la durée de vie des équipements numériques. À quel point cet enjeu est central et comment il évolue? Alors, dans le numérique... Aujourd'hui, ce qui est le plus central, c'est effectivement l'usage de matériel, et puis c'est le stockage de données, c'est-à-dire les clouds et compagnie. Après, le reste, c'est important, mais c'est moins lourd en impact. Hein. Alors, si on en vient au matériel, effectivement, nous, notre première action, finalement, ça a été d'allonger la durée de vie. Le matériel, comptablement, il doit être amorti sur 3 ans. Si on faisait évoluer la loi en disant, voilà, il ne peut s'amortir que sur 6 ans, que sur 8 ans, ben vous verriez tout le monde utiliser davantage le matériel. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui pourraient être faites. Je ne parle pas de politique. mais voilà une bonne idée à mettre dans les programmes. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait, nous. C'est-à-dire que... et nos ingénieurs, eux, veulent toujours les plus belles machines. Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire, mais voilà. Est-ce qu'ils sont moins efficaces parce qu'ils n'ont pas les dernières machines? Voilà, alors on leur demande juste le droit d'expérimenter. Voilà. Donnez-nous le droit d'expérimenter. Après, ça ne vous satisfait pas, on sait l'entendre. Si ça vous satisfait, on avance tous. Donc, on a aujourd'hui des durées de vie autour de 8 ans de nos machines. Et quand pour nos ingénieurs, elles ne sont plus suffisantes en termes de puissance de traitement, par exemple, évidemment, on fait en sorte qu'elles soient réutilisées. Et là, à nouveau, on rejoint le monde associatif qui est tout à fait intéressé par cela. Après, on a expérimenté du matériel d'occasion, évidemment, pour, par exemple, des fonctions de ressources humaines, financières et autres qui n'ont pas besoin de grosses machines. Il faut avouer, pour être honnête, que c'est pas encore très stabilisé, ces machines. C'est-à-dire que ça tombe un peu trop en panne à notre goût, mais on a essayé cela. Sur les mobiles, puisqu'on travaille beaucoup sur les mobiles aussi, les applications mobiles. Bon, vous savez qu'il y a des mobiles qui sont, comment dirais-je, peut-être plus respectueux de la planète que d'autres. On les a expérimentés. En fait, on expérimente tout, et puis on retient les bonnes idées quand elles s'avèrent acceptées par les salariés. Vous avez donné un siège à la nature à votre conseil d'administration. Pourquoi cette démarche? Pourquoi il fallait aller jusque-là? Oui. En fait, qui est souverain dans une entreprise? C'est l'actionnaire. Donc, dans notre modèle permanent d'entreprise, on s'est dit, si on veut aller jusqu'au bout par rapport à nos principes éthiques, et notamment préserver la planète, il faudrait que la nature soit souveraine à Norcis. Pour être souveraine, il faut qu'elle soit actionnaire. Donc, on a trouvé un dispositif. Je parlais tout à l'heure de la fondation actionnaire qu'on avait créée, dont je suis le président, ce qui fait que je représente cette fondation dans le conseil d'administration de Norcis. Eh bien, j'ai délégué pour tout ce qui touche la nature, ces responsabilités-là, avec le droit de vote et le droit de veto, à quelqu'un d'extérieur qui a fait son chemin professionnel autour de ces problématiques de respect de la planète, de gouvernance, d'évolution de gouvernance, etc. Il s'appelle France Go. Et donc, voilà, on est allé au bout de cette démarche, dire qui est souverain. Alors, depuis quand et avec quel effet? Alors, depuis quand? Ça fait 18 mois, le temps passe vite, c'est fou. Avec quel effet? En fait, je dois rajouter que pour qu'ils se sentent forts et
quand vous êtes dans un conseil d'administration, que ça parle évidemment résultats, business, tout un tas de choses, moi, là, sur ce sujet-là, je voudrais qu'on revienne en arrière, ou ça ne me convient pas, il faut quand même être fort. Donc, on a créé un haut conseil de la nature qui finalement est composé d'autres experts qui sont dans notre commission éthique, dans notre conseil de mission, etc., et qui vont l'aider à prendre des positions. C'est-à-dire que, comme ça, il est en conseil d'administration au nom d'un collectif et pas seul. Et ça, c'est extrêmement important. Et là aussi, on est allé jusqu'au bout, puisque notre conseil social économique, le représentant des salariés, on l'a fait évoluer en conseil social économique et nature, avec des prérogatives nature pour qu'il fasse partie de cela. Donc, notre nature actionnaire vient au nom d'un collectif avec un certain nombre de recommandations ou, par rapport à des actions qu'on mène, de positions à prendre. Donc, qu'est-ce que ça a fait évoluer ? La première chose que ça a fait évoluer, c'est qu'ils nous ont fait sortir du pur CO2, émission de CO2. Tout était orchestré par cela autour des bilans carbone, et en disant, non, il y a ce principe des 9 limites planétaires. Ils nous ont mis en contact avec un centre à Stockholm de recherche sur comment mesurer l'impact de ces 9 limites planétaires. Dedans, il y a l'eau, il y a les océans, il y a tout, voilà. Et donc, ils ont fait évoluer Nord6 dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on a autant de préoccupations vis-à-vis des problématiques d'eau que de CO2. Voilà. Donc, c'est une avancée. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites par rapport à l'eau, puisque la construction des machines consomme énormément d'eau. Hein. Je crois que j'avais fait le calcul, 700 ordinateurs, c'est 15 000 tonnes d'eau. Quand même. Et on n'est pas la plus grosse entreprise de France. Hein. Donc voilà. Donc ce que l'on fait, c'est comme pour la biodiversité, on mène des actions avec nos fondations. Voilà. C'est un peu des actions dites de compensation, mais dans la mesure où on n'est pas en prise directe avec l'eau, on n'est pas en prise directe avec biodiversité, c'est le bon moyen finalement d'agir quand même au bénéfice de la planète. Est-ce que les labels servent à quelque chose ? J'ai vu que vous étiez Bicorp depuis un certain nombre d'années. Pourquoi vous avez... Parce que votre démarche, est-ce qu'il y a besoin de rajouter un label qui a plein de qualités, hein, Bicorp, on le cite souvent dans cette émission. En fait, on s'est dit, puisque ce modèle permet entreprise, on voulait tenter de l'essaimer, d'avoir un rôle d'influence sur le monde de l'entreprise, on s'est dit, il faut rentrer dans d'autres dispositifs. Il n'y a pas d'autres dispositifs qui parlent de modèle de développement, mais il y a des dispositifs purement RSE, comme Bicorp. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on rentre dedans pour les connaître très très bien et pouvoir justement voir en quoi il y a de la complémentarité, en quoi l'un peut tirer l'autre, etc. Donc, nous, qu'on soit entreprise à mission, qu'on soit Bicorp, c'est simplement pour cela, pour être dans les dispositifs et pouvoir être entre guillemets un peu plus intelligent quand on parle de tous ces sujets-là. Est-ce que vous arrivez à convaincre toujours autant, ou est-ce que c'est un peu plus difficile depuis quelques mois ? Alors, ça, c'est le monde de l'entreprise. C'est que quand le business est plus difficile, on a tendance à se refermer. Hein. Je l'ai vécu à chaque étape. Je me souviens de 2003, où dans l'informatique, il y avait eu vraiment beaucoup de soucis. Tout le monde se renferme et ne pense plus qu'à ça. On court après le business. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie et que c'est pas au bénéfice de la RSE et de ces engagements dont on parle. Néanmoins, ce que j'essaie de faire à Nord6 et de démontrer, c'est que c'est quand c'est difficile qu'on fait plus la différence par rapport à nos concurrents. Quand c'est facile, quand il y a de la croissance, nos marchés jusqu'à 2023 étaient en croissance. Tout le monde pouvait prétendre et se glorifier. On fait de la croissance, quand c'est l'inverse, notre marché est en décroissance maintenant, c'est là où on va voir finalement si vous êtes meilleur que d'autres. Or, une entreprise, pour réussir, elle doit être meilleure que d'autres. Donc moi, je trouve que ça peut être stressant, tous ces contextes-là, mais je trouve que c'est des périodes intéressantes. Et justement, quand on fait de contraintes des opportunités, quand on anticipe des choses, ça peut être efficace. Je vais vous citer, en montagne, arrivé au sommet, on relit sa trace. Moi, à la fin de ma vie, je serais heureux d'avoir pu transmettre autre chose que de l'argent. Là est ma richesse. Alors, c'est trop tôt pour vous retourner et relire la trace, là, mais... Merci. Non, mais vraiment. Mais quand même, si vous faites un peu le bilan, le chemin parcouru... Oui, c'est parce que j'ai fait beaucoup de randonnées en Podfac, vous savez, où vous montez sur les sommets et puis vous on voit la trace. Et là, et vous voyez quand c'est serré, vous voyez que là vous avez souffert, mais j'y suis heureux. Donc oui, mais c'est moi, voilà,
mon projet de chef d'entreprise est un projet qui veut se préoccuper des problématiques du monde, donc notamment sociales au départ. Hein. Alors on me dit souvent pourquoi, comment c'est né cela? Peut-être que mes parents instituteurs m'ont transmis certaines valeurs. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'occupe tant des jeunes avec une association que j'ai créée, le réseau Étincelle, c'est pour cela. Mais voilà, l'idée, c'est de dire finalement, quelle est la plus grande richesse? Moi, je crois que la plus grande richesse, c'est les aventures humaines que l'on peut vivre. Voilà. Et ben voilà, c'est une très belle conclusion. Donc, il y a moult façons de les vivre. On peut le vivre par le sport. Moi, je le vis beaucoup par le monde associatif aussi, où on rencontre des gens différents, des gens qui pensent différemment, qui agissent différemment, voilà. Et ça, c'est de la richesse. Et le côté matériel, finalement, qu'est-ce que c'est dans tout cela? Quand on pense à nos aïeux, on ne pense pas au côté matériel. On pense à mon grand-père, voilà, pendant la résistance, il a aidé des résistants. Merci beaucoup, Sylvain Brozard, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est moi On passe qui vous tout de suite remercie. à notre rubrique Startup.